Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et vous le savez, on est ensemble jusqu'à midi. On va tenter de se mettre d'accord ce matin, ce lundi 10 février, avec plusieurs sujets. Bien sûr, on va parler d'intelligence artificielle. Est-ce que la France est prête pour ce qu'on appelle la nouvelle révolution, qui est plus importante, nous dit-on même, que la révolution industrielle? Le patron des petites et moyennes entreprises, le patron de la CPME, ce syndicat d'entrepreneurs, qui veut s'inspirer de la méthode Musk pour réduire et tailler à vif dans les dépenses publiques. Et puis la question du référendum, depuis l'interview d'Emmanuel Macron, revient sur le devant de la scène. Faut-il par exemple un référendum sur le droit du sol ou sur d'autres sujets, sur le financement du modèle social, sur la fin de vie? Voilà plusieurs pistes qu'on va évoquer avec nos 4 débatteurs que je vais saluer tout de suite. Je vais commencer par Mathias Leboeuf. Bonjour Mathias, journaliste Bonjour. et philosophe, merci d'être là. Samuel Lafont, bonjour Samuel. Bonjour à tous. Porte-parole de Reconquête, Garen Snorokian, journaliste éditorialiste à Frontières. Voilà, c'est ça, je me mets à jour. Et Alex Darmon. Bonjour Alex, journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis. Et on vous retrouve tous les vendredis dans La Vérité en face avec Patrick Roger face à Éric Tegner. Débat toujours passionnant, musclé, mais viril, mais correct, comme on dit. Très Dans le rugby. Ça va là, la défaite du 15 de France samedi, vous êtes remis? Je m'en suis remis, je me suis fait les côtes la semaine dernière au rugby. Donc autant vous dire que c'était très dur pour moi l'enchaînement. Mais oui, je m'en suis remis, mais elle était quand même très amère cette défaite, on va dire. On a eu du mal, au dernier moment d'un petit point. Mais enfin voilà, on va se rattraper. C'est pas très grave. Avec vous 4, on va démarrer le tour de table et les coups de cœur et les coups de gueule. Mathias, je vais commencer avec vous. Un petit coup de gueule. Oui, un petit coup de gueule qui concerne Benjamin Netanyahou et Donald Trump, puisque ça n'a échappé à personne. Il y a une semaine, Donald Trump a proposé de transformer la bande de Gaza en Riviera au Moyen-Orient. Trump qui précise qu'il veut pas faire le malin, donc a priori on peut penser que c'est sérieux. Et à ses côtés, il y avait Benjamin Netanyahou, tout sourire, mais qui n'avait pas fait de commentaire. Alors, faut rappeler que transformer la bande de Gaza en Riviera, ça veut dire déplacer 2 millions de personnes, les Gazaouis, et Trump a une solution, c'est de les envoyer une partie en Jordanie, une autre partie en Égypte, sans même demander d'ailleurs au passage l'avis de ces 2 pays, mais c'est pas grave, c'est un projet qui va être formidable. Benjamin Netanyahou était tout sourire, mais il n'avait pas commenté. Et en fait, on a eu un commentaire ce week-end, puisqu'il a qualifié ce plan de révolutionnaire, saluant une vision différente et bien meilleure pour Israël. Alors effectivement, supprimer la bande de Gaza, c'est sûr que c'est une solution qui est bien meilleure pour Israël. Mais moi, je la trouve assez sidérante, cette réaction et cette solution. Pourquoi sidérante? Parce que le Premier ministre d'un pays qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale trouve formidable qu'on envisage de déplacer 2 millions de personnes alors que son peuple même a connu la déportation. Je trouve ça quand même assez hallucinant. Et puis surtout qu'ils réagissent en ce moment de cette façon, en se satisfaisant d'une solution qui ne plaît à personne alors qu'on est en pleine libération des otages. Je trouve ça tout simplement, à proprement parler, irresponsable. C'est jeter de l'huile sur le feu et jouer aux pompiers pyromanes, et je trouve ça absolument sidérant. Est-ce qu'il avait moyen de réagir autrement avec son allié américain, son nouveau locataire à la Maison-Blanche? Est-ce qu'il a les moyens de réagir autrement? Je sais pas, mais en fait, il y a quand même un sérieux problème. Moi, je vais vous dire, je serais famille d'otages encore détenus par le Hamas, je serais extrêmement inquiet des réactions de mon Premier ministre, parce qu'encore une fois, il risque de faire capoter toute la libération en prenant des positions aussi radicales et à mon avis aussi fantasque et aussi provocatrice, parce que c'est vraiment de la provocation. En fait, ce qu'ils sont en train de raconter avec son camarade Trump, c'est que la solution à la bande de Gaza, c'est de la supprimer, c'est de supprimer les Gazaouis. En tout cas, voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'il y a d'autres réactions possibles? Oui, je pense qu'il y a des réactions possibles qui sont beaucoup moins dans la provocation, beaucoup moins dans le rapport de force, beaucoup plus dans la diplomatie. Alors il nous reste moins d'une petite minute. Qui c'est qui veut réagir à cette réaction finalement du Premier ministre israélien à ce qu'a proposé Donald Trump pour la bande de Gaza? Samuel? Écoutez, moi ce que je retiens de Donald Trump en ce moment, et ce qui est à mon avis extrêmement important de manière générale, c'est que Trump ouvre des possibles.
sur différents sujets, qui peuvent être à notre détriment d'ailleurs, quand on pense au Groenland par exemple. Et comme il dit des choses tellement énormes, qui étaient inimaginées, qu'en fait, il se met au centre du jeu systématiquement, en plus de la puissance américaine. Et pour moi, c'est un élément à avoir toujours en tête, au-delà de ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza, parce que ça va arriver ailleurs, ça va arriver en Asie également, ça va arriver en Afrique. Non, mais pour moi, c'est fondamental. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit pour demain, parce que. Et c'est bien de pouvoir tout dire comme ça, de mettre des sujets. C'est pas la question exactement de pouvoir tout dire. Alors c'est important la liberté d'expression, mais c'est au-delà de ça. C'est de se dire, il y a d'autres choses qu'on peut faire qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, personne ne l'attendait. Personne ne l'attendait sur le Groenland, personne ne l'attendait sur le Canada. Je vous dis pas que c'est bien. Je vous dis attention, nous on est sur la défensive et les autres pays sont sur la défensive quand il y a quelqu'un qui met des possibles comme ça en avant, comme on fait les Chinois. Comme font les Chinois quand ils expliquent en fait il y a telle partie, telle île qui leur appartient et qui vont petit à petit les récupérer. Et comme c'est en train de se passer, enfin vous savez qu'il y a des conflits entre la Russie et le Japon aussi. Si vous envoyez un imaginaire aux gens, comme il est en train de faire auprès d'un certain Canadien, vous pouvez avoir une influence importante sur les peuples. Et ça, on l'a complètement oublié. Et je termine là-dessus. J'ai déjà parlé sur ce plateau d'influence française dans le monde. Nous, on est sur nos petits trucs, nos petites affaires. On reste dans ce qui a été le passé et on n'arrive pas à se projeter sur l'avenir. Et lui, systématiquement, ce qu'il fait, et ce qui est très fort, et il faut qu'on s'en méfie pour la suite, évidemment, mais il faut que nous aussi, on soit capable de le faire, c'est arriver à projeter nos ambitions. Non, on n'a pas le temps, Alex Darmon. On va réagir à tout ça, à méthode Trump aussi. Évidemment, on va continuer avec vous quatre, Alex Darmon, Garenne Snorrokian, Samuel Lafont, Mathias Leboeuf. On va faire l'info de 11h, la météo, les courses, et puis on se retrouve pour ce débat passionnant parce qu'effectivement, on peut dire que l'histoire s'écrit en direct tous les jours avec l'actualité débordante. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie toujours d'Alex Darmon, journaliste politique avec sa chaîne YouTube Les Indécis. Le vendredi également dans la matinale de Patrick Roger dans La Vérité en face à partir de 9h. C'est avec aussi en duel avec Éric Tegner, Garenne Snorrokian, journaliste éditorialiste à Frontières, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. On parle dans un instant de cette intelligence artificielle, ces 109 milliards d'euros annoncés. La France peut-elle rester dans la course à cette révolution numérique? Le président des petites et moyennes entreprises qui veut s'inspirer de la méthode Elon Musk pour réduire les dépenses publiques, et on tentera d'évoquer aussi ces idées de référendum. Est-ce qu'il en faut sur le droit du sol par exemple, ou comme le disait ce matin Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, qui est favorable à un référendum sur la protection sociale, ce serpent de mer que l'on a aujourd'hui compte tenu de nos dépenses et de notre budget. Allez, on continue notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. On était après vous, Mathias, sur la déclaration. En tous les cas, vous étiez plutôt virulent. En tous les cas, vous étiez en train de dénoncer l'attitude de Benjamin Netanyahou après la proposition du président américain de vouloir faire de Gaza la Riviera de la Méditerranée. On faisait le tour de table. Samuel, vous trouviez que Donald Trump posait des questions, mettait des sujets sur la table que personne n'osait faire avant. On vous a pas tous entendu, Alex, notamment sur cette question. Samuel disait, Mathias disait tout simplement, ça rajoute de l'huile sur le feu, tout ça. Oui, mais d'abord la vraie question, c'est est-ce que c'est réaliste ? Voilà, moi je veux bien qu'on se projette et qu'on analyse, qu'on n'analyse pas, qu'on dise que Benjamin Netanyahou est la bonne réaction, que Donald Trump propose ce qu'il a envie de proposer, qu'il en ait parlé d'ailleurs, à qui on ne sait pas. Est-ce que c'est réaliste au fond ? Moi je crois pas. Pour bien connaître la région, je crois pas. Mais par contre, ce qui me gêne, Mathias, dans ce que tu dis, c'est que tu parles que d'un seul côté. Et la réalité, et c'est mon coup de gueule ce matin aussi, je vais me permettre d'enchaîner avec, c'est mais quand est-ce qu'on parle à un moment donné du Hamas ? À quel moment on parle du Hamas ? À quel moment on trouve ça normal qu'on puisse qu'on puisse négocier avec des terroristes quand on voit les images ? Pour moi ce matin c'est ça mon coup de gueule, plus que les propos de Donald Trump, parce que les propos de Donald Trump, s'il les tient, c'est aussi parce qu'on voit les images qu'on voit samedi matin d'otages qui sont libérés, qui sont en conditions de santé mais parfaitement dégueulasses. Il y en a 2 qui sont admis à l'hôpital en urgence, alors pas absolue mais en urgence en tout cas, et donc par conséquent on jette. Et encore une fois, je comprends ce que tu dis. On peut s'étonner quand même des propos de Donald Trump qui sont, je pense, irréalistes. Mais il a le mérite aussi de proposer quelque chose qui n'est pas entendable. Mais à quel moment on se dit peut-être
on négocie avec des terroristes, on assiste à leur mise en scène macabre, et tout le monde a l'air de trouver ça normal. Ça rentre dans l'inconscient collectif et on s'habitue à voir ces images le samedi matin d'otages libérés et de dire c'est normal de traiter avec eux. Moi, je pense que si Donald Trump tient ses propos aujourd'hui, c'est aussi parce que de l'autre côté, il y a des images atroces. Voilà, quand on assiste à ces images, je le répète, de libération, de gens qui passent au milieu d'ordre, de personnes qui sont là en train de crier, s'extasier, de voir des humains libérés qui ont été enfermés pendant 480 jours. Il y a aussi, à un moment donné, il faut avoir une certaine nuance dans les propos qu'on tient. Je dis pas que tu n'en as pas. Hein. Non, je dis simplement que le coup de gueule, il faut qu'on puisse aussi l'élargir complètement. Il n'y a pas que d'un côté. Et j'ai tendance à penser qu'on s'acharne, entre guillemets, à juger Donald Trump, à juger Netanyahou ou d'autres dirigeants parce que ce sont des démocraties. Il faut qu'on prenne la base aussi. On est face à des terroristes. Voilà. Mathias. Alors déjà, je vais, puisque je suis philosophe, je parlerai de Marc Aurèle. Marc Aurèle avait cette phrase, c'est-à-dire, il disait, si tu veux les combattre, commence par ne pas leur ressembler. Ce qui est une très jolie phrase, et je pense qu'il faut se souvenir de Marc Aurèle, et que ce n'est pas en ressemblant au Hamas et à ces méthodes qui sont dégueulasses, qui sont terroristes et machin, de près ou de loin, qu'on avancera. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est réaliste ou pas? T'as raison de poser la question. Effectivement, ça paraît tellement sidérant qu'on se dit il le fera jamais. Mais en même temps, est-ce qu'il ouvre des possibles? On sait plus ce qui est réaliste avec Donald Trump et ce qui ne l'est pas. Quelle est la limite de la réalité? Il est tellement avec Elon Musk dans une forme de toute puissance que on se dit que il est suffisamment dingue et il a suffisamment de pouvoir, peut-être pour au moins essayer de mettre à exécution son plan. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et je te remercie de me donner l'occasion de dire ça, je suis entièrement d'accord avec toi sur le Hamas, sur ce qui se passe en ce moment. Et je pense que Israël tout entier, et derrière Israël, probablement tout l'Occident, est pris en otage de cette espèce de mise en scène indécente, macabre, qu'organise le Hamas. Et après, on essaiera d'avancer parce qu'on a d'autres sujets aussi à évoquer ce matin, ce qui s'est passé beaucoup de choses encore ce week-end, mais chacun, est-ce que finalement, ce que pose Donald Trump, c'est pas la fin de deux États côte à côte? Ce projet qui pour l'instant n'aboutit nulle part alors avec son exubérance, avec tout ce qu'on peut penser de sa folie, de tout ce qu'on. Est-ce que si on lit entre les lignes, c'est pas ça? Mais moi surtout, ce qui m'inquiète, c'est que ce qui se profile derrière cette question, c'est aussi la fin du droit international. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Trump dit moi j'ai décidé ça. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de partenaire, moi je vais construire une Riviera et c'est comme ça que ça va se passer. Non, il pourra. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est réaliste. Il pourra pas le faire tout seul, mais on peut pas lui enlever non plus le fait que ce soit lui qui est à l'origine des accords d'Abraham, ce que tout le monde pensait impossible à réaliser. Donc par conséquent, il pourra pas le faire tout seul. Il met les pieds dans le plat. Il faut espérer que ça puisse amener à qu'on puisse se mettre tous autour d'une table, eux qui puissent se mettre tous autour d'une table et parler. Parce que encore une fois, je le dis, je pense que ce n'est pas réaliste. On n'en est pas là. Oui, mais au moins il se passe quelque chose. Au moins on en parle. C'est difficile. Et dire, il nous a habitués à tellement de folie. Bien évidemment qu'il nous a habitués à tellement de folie, mais encore une fois, la vraie folie, c'est qu'il faut revenir en arrière. On est en train de négocier avec des terroristes depuis 2 ans. On négocie avec eux et tout le monde a l'air de trouver ça normal et dit c'est de la faute des Américains et la faute des Israéliens. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Et encore une fois, non, parce que je suis très clair. Moi, ce qui se passe en ce moment avec la libération des otages, je trouve même que c'est le symptôme de l'échec de la stratégie de Netanyahou, parce que encore une fois, le Hamas a l'air bel et bien vivant. C'est le Hamas qui est maître des horloges et qui règle la libération des otages comme bon lui semble, avec un compte-gouttes et avec une perversité absolue. Quand il dit parmi les otages, il y en a 8 qui sont décédés, on vous dira les noms plus tard. Quelle perversité, c'est vraiment dégueulasse. Donc et en plus, c'est lui qui maîtrise les images. Donc où est le succès de la politique d'Israël? Allez, on fait Samuel. Oui, alors on parlait de possibles. Tout à l'heure, je parlais de créer des possibles. Vous vous souvenez que personne n'imaginait, ou tout le monde croyait impossible, qu'il puisse y avoir une rencontre entre les États-Unis et la Corée du Nord.
souvenez ce qui s'est passé quand Donald Trump finalement a pu Après, discuter on a vu avec ce que ça a donné. Mais il avance, mais il fait quelque chose. Et puis dans la zone, c'est important. Nous, ça ne nous concerne pas au quotidien, mais vous savez que les Japonais se sentent très menacés par la Corée du Nord, que les Coréens du Sud aussi peuvent se sentir menacés, et qu'à un moment, je ne dis pas que l'apaisement est éternel. L'apaisement n'est pas éternel, mais il y a des moments où on a senti que la tension a baissé parce que des choses qui étaient imaginées comme impossibles, et c'est, pardon, mais le manque d'imagination, c'est pas une qualité, c'est un grand défaut, le manque d'imagination. Tous ceux qui pensaient que rien n'était possible, eh bien, se sont trompés. Moi, je voudrais enchaîner sur mon coup de gueule, si vous me permettez. Allez-y. J'ai un coup de gueule contre l'extrême gauche et contre l'impunité de l'extrême gauche sur plusieurs sujets, 3 sujets en France en même temps. Vous avez vu qu'il y a dans plusieurs départements, dans la Vienne, dans l'Isère, mais surtout un peu partout en Bretagne, des manifs anti-Bolloré qui ont été interdits dans plusieurs endroits, mais qui se maintiennent, notamment en Bretagne. Vous avez quand même ces manifestations et des dégradations. Que sont les condamnations de ces personnes qui dégradent systématiquement? Moi, ce qui me dépasse là-dessus, c'est que à On chaque n'a pas fois, enquêté, mais s'il y a eu dépôt de plainte, des personnes identifiées, il y aura certainement une procédure, mais comme médiatiquement on la suit pas, le raccourci ne peut pas être aussi simple. On parle de la possibilité. Alors, vous allez voir dans les médias dans Ouest France, on a vraiment pour tout ce qui concerne l'Ouest, on a vu ce qu'ils ont fait. À chaque fois, on a la question de la dissolution de ces groupes, peut-être, mais jamais de la condamnation individuelle des personnes qui sont en acte délictuels, qui commettent des actes délictuels. Donc, ce sont des délinquants qui dégradent, ils doivent pouvoir être poursuivis et condamnés. Ce n'est jamais le cas. Deuxième sujet qui est lié, puisqu'on parle de Bretagne, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Rennes 2 ? Si les auditeurs de Sud Radio ne l'ont pas vu, je vous invite à taper Rennes 2 sur votre moteur de recherche préféré, et vous allez voir le bazar qui a été créé. On sait que c'est une université qui est largement tenue par l'extrême gauche, noyautée par l'extrême gauche. Les militants d'extrême gauche ont détruit la fac. Des centaines de milliers d'euros, pour l'instant c'est chiffré à 300 000 euros de dégâts, avec l'université qui a fermé. Et ça, c'est au détriment de tous les étudiants et évidemment des Français qui financent via leurs impôts les universités. Et enfin, nous avons à Paris des militants d'extrême gauche qui sont mobilisés hier à Paris-Centre pour soutenir leur squat de clandestins qui est installé à la Gaîté Lyrique depuis le 10 décembre. Des antifas, des groupes d'antifas, il y avait une cinquantaine, centaine, on les a pas tous vus, pour empêcher une mobilisation de Reconquête qui agit pour faire évacuer ce squat d'immigrés clandestins en plein Paris. Et encore une fois, ces gens sont extrêmement menaçants, agressifs, insultants, et ils ne sont jamais poursuivis. C'était mon coup de gueule contre l'impunité de l'extrême gauche. Il y a évidemment les groupes qu'on peut dissoudre, mais il y a également à titre individuel, quand vous avez des gens qui commettent des agressions et des dégradations, ils doivent être poursuivis et condamnés. On continue le tour de table. Après, il y a des extrêmes qui aussi, de l'autre côté, des fois font. Qui détruisent la fac de Rennes, c'est extrême gauche. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais simplement, sur les histoires de condamnation, ça mériterait qu'on aille jusqu'au bout de savoir si effectivement et avoir un droit de suite, savoir si les choses vont à leur terme. Ça, c'est quelque chose, ouais. Beaucoup de négativité ce matin. Alors, Garenne, je suis désolée. Ne croyez pas que je vous coupe la parole, mais mon réalisateur me dit qu'il faut qu'on fasse une petite pause pour qu'on puisse manger, comme dirait l'autre. Et on vous retrouve juste après pour votre coup de cœur. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Mathias Leboeuf, Samuel Lafont, Garenne Sorokian, Alex Darmon. On va parler d'intelligence artificielle, de la méthode Musk pour réduire les dépenses de l'État et de possibles référendums. Cette idée qui revient avec celle encore proposée ce matin sur l'antenne de Sud Radio de la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, qui se dit favorable à un référendum sur la protection sociale. Mais on en était à notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Le dernier entré en piste, c'est Garenne. Et c'était un coup de cœur qui va nous amener à notre premier sujet d'ailleurs. Après 3 coups de gueule, j'ai décidé d'amener un peu de positivité dans cette émission. Et je voudrais vous raconter une histoire. Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Américains. Non, un village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ils sont 3, ils s'appellent Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Lampe. Ils sont diplômés de Polytechnique, de Normale Supérieure. Ils ont travaillé chez Facebook et chez Google. Et aujourd'hui, ils ont créé une IA qui s'appelle Mistral AI, qui est notre intelligence artificielle française, Cocorico. On a réussi à faire quelque chose. Là où les Américains de la Silicon Valley ont mis des milliards de dollars, là où les Chinois ont la puissance de l'État chinois, nos petits Gaulois résistent et ils ont créé une super IA
IA. Donc Mistral IA qui est aujourd'hui dans les tops de téléchargement sur Android et sur Apple. Le groupe Iliad vient d'annoncer dans un communiqué de presse qu'ils allaient mettre l'IA en version pro gratuitement pour tous les abonnés de Free. C'est génial. Les Français ne sont pas tant à la ramasse, mais parce qu'en France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées. Et ces idées, ce sont des petits génies comme ces 3 jeunes qui l'ont créé. L'IA française existe. Espérons que ça ne finisse pas comme des projets type Dailymotion ou Quant, où l'État, dès qu'il met son nez dedans, ça part très mal. Laissez les gens libres, arrêtez de vouloir réglementer, laissez les entrepreneurs français créer, parce qu'on a des génies en France, on a des pépites en France, et il faut les aider. Et le meilleur moyen pour l'État d'aider ces gens, c'est de ne rien faire. Laissez-les faire. Oui. Par rapport à l'IA, on va y revenir dans un instant, mais moi, c'est un petit peu mon coup de griffe, tout ça, c'est que sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'hommes. Alors, je suis désolée, je suis la seule fille autour du plateau. Non, c'est un vrai sujet de société et qui est mondial. C'est que si les femmes ne se saisissent pas de l'intelligence artificielle, les hommes s'en occuperont, et le prisme de cette intelligence artificielle sera fait par un prisme masculin. Donc, il faut que les filles aillent dans ces filières-là sans aucun problème. Ce qui n'est pas toujours évident. Je vois que Polytechnique, ils ont baissé au niveau du nombre de filles, et la réforme du bac avec la disparition des maths à une époque, il n'y a pas très longtemps, qui avait été décidée par le ministre de l'Éducation nationale du premier gouvernement Macron, a été une catastrophe pour les filières scientifiques, pour que la place des filles figure de manière honorable. Je ne sais pas si vous avez vu la tribune hier matin dans la tribune du dimanche de deux jeunes femmes, Rachel Flore-Pardo, l'avocate, et je crois que c'est Madame Martinez, la deuxième. Elles ont fait une très belle tribune où justement elles disent que les femmes doivent se saisir de l'IA. Et je suis d'accord avec vous. Il faut être en avance là-dessus. Il faut le comprendre dès maintenant pour pas dire plus tard, ah bah voilà, on manque de femmes. Il faut que dès maintenant on puisse le dire et qu'on puisse en tout cas pas faciliter, mais normaliser l'entrée des femmes dans ces filières-là. C'est hyper important. Et attendez, que je sache, en France, il n'y a aucune loi qui interdit aux femmes de faire quoi que ce soit. Non, mais on n'a pas dit ça. Personne n'a pas dit ça. n'interdit. C'est simplement il faut que chacun fasse ce qu'il veut. Non, mais d'accord. Si des femmes veulent faire de l'IA, elles sont bienvenues. Si elles ne veulent pas en faire, c'est une condition de formation et d'accès aux formations et aux écoles. On est dans un pays libre, les femmes ont le droit de faire absolument ce qu'elles veulent depuis 50 ans. Arrêtez de demander à une jeune fille d'aller dans une filière scientifique. Parce qu'elles n'ont pas envie en majorité. C'est pas qu'elles n'ont pas envie. Mais non, ça saurait. Quelqu'un d'intelligent, tu peux pas dire ça. Mais bien sûr, dans les pays les plus égalitaires. Non, mais c'est beaucoup plus. Non, mais attends, que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent aujourd'hui. Mais qu'on puisse, en tout cas, le normaliser, ça, c'est un vrai enjeu. C'est normal. Mais non, mais c'est normal. Si elles veulent faire de l'IA, elles peuvent faire de l'IA. Et on n'a pas dit le contraire. On les empêche de nous leur mettre bâton dans les roues. T'as quand même des idées arrêtées sur certains secteurs pour les femmes, et c'est vrai de le dire. C'est pas un gros mot. Moi, j'ai une petite sœur. Ça a toujours été beaucoup plus difficile pour elle d'aller dans des milieux d'hommes. C'est la vérité. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. On n'est pas là à juger. On dit juste c'est une constatation. Tu vois les chiffres. Toi qui es journaliste, les chiffres le montrent. Je sais que dans les pays les plus progressistes, par exemple type Suède, où ils avaient insisté pour avoir 50-50 dans tous les métiers. Mais c'est pas ce qu'on a dit. Au final, ça n'a pas du tout marché parce que la majorité des hommes ne veulent pas être sage-femme et que donc au final dans les pays ultra égalitaires, c'est pas ce qu'on dit, c'est entre une parité partout qui peut paraître effectivement un doux objectif, mais qui marche pas. Mais quand vous avez que 2 élèves dans les grandes écoles par classe qui forment à l'intelligence artificielle, où il n'y a que 2 femmes moins intéressées par ces sujets. Non, mais enfin, c'est quoi ce raccourci? Sinon, elles pourraient aller en faire. Personne ne leur empêche. C'est peut-être que les femmes ont des sujets préférés. Oui, il vaut mieux qu'elles restent à la maison, c'est ça? Non, mais tout le monde. Mais pas du tout, c'est la réalité. C'est la réalité biologique. Sociologiquement, effectivement, l'accès à ces filières et aux filières scientifiques, mais qu'est-ce qui les empêche? Mais rien ne les empêche. C'est les prérequis. C'est exactement comme si tu disais, qu'est-ce qui empêche aux pauvres d'être riches? Voilà. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Tout le monde peut être quelque chose qui est matériel. Pourquoi il y a des pauvres alors que tout le monde ne peut pas être riche? Tout le monde ne peut pas être riche. Mais par contre, hommes ou femmes, on peut tout à fait rejoindre n'importe quelle filière et personne n'empêche les femmes d'y aller. Et aujourd'hui, dans le monde de la technologie, vous voulez coder quoi que ce soit, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes derrière votre ordi tout seul et vous avez aucune pression sociale de qui que ce soit. Et c'est juste une question de volonté. Et il y a des gens qui sont des femmes et qui veulent moins faire certains métiers, et des hommes qui veulent pas faire d'autres moins d'autres métiers. Et il faut arrêter de vouloir essayer de mettre tout le temps. Ça a été très documenté, Garel. Très documenté. Ça a été très documenté. Et pourquoi les jeunes femmes ne vont pas dans ces filières? C'est juste une question d'image. Ce qu'a dit Garen sur la Suède est juste, c'est-à-dire que quand il a été tenté de faire des quotas, ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait il y avait des préférences initiales. Donc c'est juste une question d'image. Il faut juste qu'on regarde les choses factuellement. En termes de possible, chacun peut suivre
la carrière qu'il veut. Et d'ailleurs, par exemple, on parle de peut-être moins de femmes dans les carrières scientifiques, mais si on regarde la magistrature, il y a davantage de femmes. C'est 80% de femmes qui deviennent magistrates aujourd'hui. Et ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a des gens qui sont moins tentés, des femmes qui sont moins tentées par tel cursus qu'un autre cursus. Après, ils ne sont pas limitants. Je veux dire, il y a des cursus qui sont limitants par eux-mêmes. Par exemple, les commandos marines. Pour l'instant, il n'y a pas de femmes. Ou vous avez en infanterie et dans l'armée, vous avez moins de femmes. Il y a des femmes, vous avez moins de femmes pour des raisons logiques, physiologiques, de compétences physiques. Mais pour ce qui est du choix, la magistrature ou les sciences, etc., il n'y a aucune limite dans les études. Vous avez des femmes à Centrale, vous avez des femmes... Alors, pour moi, il y a des débats différents sur les quotas en tant que tels. Moi, j'ai jamais demandé de quotas. Moi non plus. Depuis le début de la conversation. Et je suis contre les quotas dans tous les secteurs. Et on en a en France. Mais non, d'accord, mais moi tu me parles des quotas, moi je te dis simplement par rapport à l'intelligence artificielle, c'est factuel, les chiffres le montrent. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec, mais les femmes sont moins favorisées ou facilitées pour entrer dans ce secteur-là. Mais qu'est-ce qui favorise ou facilite Il y a un autre élément, c'est que se priver de la richesse que pourraient apporter justement les femmes sur ce domaine-là, puisqu'effectivement c'est encore aujourd'hui un prisme très masculin, c'est dommage, c'est tout simplement. Moi je veux les plus compétents. Je veux les plus compétents. Je me fous qu'ils soient des hommes ou des femmes. Vous savez quel est le meilleur taux vous savez où dans les classes scientifiques qui a les meilleurs résultats? Ah oui, bien sûr. En collège, lycée. Mais après, quand on part dans les études supérieures, c'est toujours les hommes. Pourquoi? Mais parce que les hommes ont des meilleurs moyens en mathématiques, peut-être. Parce que le cerveau est pas fait différemment d'un homme et d'une femme et qu'on ne réfléchit pas de la même façon. Bon, là, c'est de la biologie. C'est de la biologie pure et dure. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on va parler d'intelligence artificielle. On va parler de la France. Tiens, justement, est-ce que la France est capable de rivaliser aujourd'hui? Quels sont les enjeux pour demain, aussi pour nous, pour notre souveraineté, qu'elle soit française ou européenne, ou tout simplement notre souveraineté industrielle? Cette révolution de l'IA qui se profile. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Alors je peux vous dire qu'en antenne, ça débat beaucoup avec Alex Darmon, Garenzo Roquian, Samuel Lafont, Mathias Leboeuf sur cette place de les femmes. Mais on va avancer dans le débat sur l'IA. La France peut-elle rivaliser? Alors nous, on observe ça de loin en se demandant, en sachant que l'IA est déjà là depuis longtemps dans nos vies quotidiennes. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, vous journalistes et aussi hommes de médias. Mais est-ce que on va dire l'écosystème français aujourd'hui est en ordre de marche pour pouvoir rivaliser avec ce qu'on entend aux États-Unis? Moi, j'ai écouté un peu ce matin tous ceux qui sont au four et au moulin, en tous les cas, qui sont les grands spécialistes de la question, qui disent oui, mais il faut pas traîner, quoi. Écoutez, l'aspect positif, c'est que du côté politique, le rôle du politique là-dessus, c'est de dire on peut y arriver, c'est génial, les Français sont bons. On leur demande pas plus que ça. D'accord? Pour faire en sorte qu'il y ait des moyens. Accessoirement, ils peuvent mettre en place des politiques pour favoriser l'investissement. Favoriser l'investissement. Et puis, pour limiter, pour créer de la liberté. Mais ça dépasse l'intelligence artificielle. C'est pour tout l'entrepreneuriat en général. Il faut faire en sorte que les entrepreneurs soient plus libres, qu'il y ait moins de normes et qu'il y ait des normes qui sont complètement délirantes en France et moins de bureaucratie. Ça, c'est très clair. Après, le politique peut orienter en disant là, il y a un sujet qui est fondamental et donc on veut s'intéresser. Mais après, laissez faire ceux qui ont réussi. Et vous savez, quand on regarde les pays où ça marche, on parle des États-Unis tout à l'heure, l'État met de l'argent, mais sur des projets qui ont fonctionné déjà. C'est pas l'État qui a dit, écoutez, on va s'occuper de tout de A à Z, parce qu'il n'a pas forcément les compétences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour les entreprises, eh bien, effectivement, on a des gens qui sont géniaux en France. Avant même de penser pouvoir attirer des cerveaux américains, chinois, japonais, ce que vous voulez, du monde, les meilleurs dans ce domaine-là, avant même de penser à ça, il faut faire en sorte que les Français qui sont très bons dans leur domaine restent en France. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas envie de partir systématiquement à l'étranger. Oui. Souvent, quand ils partent, ils ne reviennent pas. On parlait de ces jeunes qui ont travaillé pour Google ou Facebook. Je pense qu'ils étaient aux États-Unis. J'ai pas vérifié. Mais c'est très rare qu'en fait ils reviennent parce que le niveau de revenus, le niveau de liberté. Parce qu'on parle souvent des revenus, parce qu'effectivement, quand vous travaillez chez Uber, quand vous travaillez chez Google, quand vous travaillez chez Facebook, vous avez des revenus qui sont conséquents. Mais au-delà de ça, pour ces gens qui sont entrepreneurs, vous avez un degré de liberté qui est beaucoup plus important ailleurs. Et il n'est pas dit qu'on ne puisse pas l'avoir en France. Donc faisons en France ce qui est bien à l'étranger, c'est-à-dire cette liberté. Mathias. Moi, je crois qu'on est très mal barré. Et pour plusieurs raisons. Comme ça, c'est clair. Mais de quel niveau? À quel niveau? Déjà parce qu'on a pris beaucoup de retard et que ce qui se passe. C'est pas ce qu'ils disent.
c'est pas ce qui se dit, mais la réalité du terrain, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de 20 ans d'investissement aux États-Unis, et que nous, ces 20 ans d'investissement, on les a pas fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut de l'investissement. Et l'investissement, on l'a pas. Emmanuel Macron parle de 109 milliards, sauf qu'on n'arrête pas de nous dire que les caisses sont vides et que. Oui, mais ça vient ça vient effectivement en partie d'Arabie Saoudite, donc ça pose pour le coup un vrai problème de souveraineté. Et je vois pas comment la France pourrait arriver seule, en tout cas, à sortir de cette ornière. Ça pose encore une fois le problème de la coordination européenne aussi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourra mettre en place une politique? Et justement, sur cette mise en place de politique, moi je suis très surpris qu'il n'y ait pas de politique publique très claire. On a eu un haut commissariat au plan qui a été dirigé par la personne qui aujourd'hui est Premier ministre. La première tâche qu'il aurait dû mettre en place, c'est justement favoriser cette filière, la construire, coordonner les investissements privés, les investissements publics. Rien n'a été fait. Rien. Que dalle. Alors effectivement, on fait des grands meetings, c'est très bien, mais ça ne sert à rien. Même si des fonds vont être débloqués, en termes de structure et de filière, ça ne sert absolument à rien. Vous savez, il y a cette phrase qui dit: les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe régule. Je crois que c'était la responsable du patronat italien qui avait dit ça, si je me souviens bien. Ben on en est là. Nous, on va réguler, on va mettre des normes, voilà. Mais en termes d'innovation, alors c'est vrai qu'il y a des licornes, il y a 2-3 licornes, et on se dit regardez, super Mistral, qui est effectivement qui est une super. Ce n'est pas une licorne encore. Oui, mais enfin, il y a le chat aussi. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, c'est même pas l'arbre qui cache la forêt, c'est l'arbre qui cache le désert. Mais sur l'aspect, puisque on parle aussi donc de notre vision et notre prisme français aussi sur tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de souveraineté d'avoir eu une IA qui soit avec notre mode de fonctionnement, j'allais dire de vieux continent tel qu'on est. Je suis en train de préparer un livre sur ça. C'est un enjeu fondamental de souveraineté. Les États sont à poil, et en particulier l'État français, les États sont à poil sur ces questions-là, parce qu'encore une fois, il y a un transfert de souveraineté qui s'opère de la force publique et des États sur des entreprises qui sont aujourd'hui, qui ont la puissance d'un État, quoi. Donc il y a un vrai problème. Et le camp des patriotes, le camp des nationaux, vous devriez vous préoccuper énormément de ça, au moins autant que les flux migratoires, parce que s'il y a quelque chose, c'est des sujets très différents, mais si c'est des sujets très différents, mais moi j'entends pas les gens qui sont du côté des patriotes, des nationalistes et ou de l'extrême droite là-dessus, on vous entend pas monter au créneau. Vous les écoutez pas alors, parce qu'entre Sarah Knaf et Jordan Bardella, je fais pas que ça toute la journée. Mais justement, c'est un enjeu de souveraineté nationale de premier plan. Et ce qui menace la France, c'est pas tant les flux migratoires, à mon avis. On a le porte-parole de Reconquête, on va écouter Samuel. Je peux vous dire ce qu'on dit, on a été les premiers chez Reconquête à utiliser l'IA très concrètement pour avoir des reprises médiatiques et dire que le sujet est important. On a fait les premières affiches avec IA, on a fait les tracts avec IA, on a fait la première vidéo avec IA en politique en France pour justement dire c'est un sujet important. Et je continue, quand on a des questions malheureusement de journalistes sur le sujet, c'est souvent très terre à terre, mais vraiment bas de gamme, pardon, mais c'est en gros l'IA, c'est de faire des deepfakes. Non, pardon, l'IA, c'est pas que ça a des enjeux, vous le disiez, de souveraineté. On peut faire plein de choses avec. Moi, je rappelle toujours la même chose. L'IA, quand on me demande comment vous l'utilisez, moi, j'utilise notamment, on peut dire créer des visuels, mais j'utilise notamment comme super assistant. Parce que votre cerveau est naturellement plus limité que la base de données de l'IA. Et donc, quand vous posez une question, par exemple, à ChatGPT, vous pouvez lui poser une question sur celui, il va vous donner des angles que vous n'aviez pas vus. Et c'est normal. Mais ça, même ce niveau de question est jamais abordé. Moi, j'ai envie de dire, pour l'IA et pour la souveraineté française, il faut aussi que tous nos commentateurs sur l'IA, et tout le monde en parle sur les plateaux et dans les journaux, eh bien, se relèvent le niveau et arrêtent de dire qu'en gros, l'IA, c'est, je termine, c'est juste quelques deepfakes ou quelques visuels. Comme on a entendu pendant longtemps que le numérique, c'était juste Twitter. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Et en fait, le niveau de commentaire n'est pas au niveau. Alex. Juste, j'ai l'impression qu'on est nul en fait. Depuis tout à l'heure, depuis qu'on échange ensemble et tout, mais on n'est pas nul en France sur l'IA. Ah non? Non mais il faut quand même le dire à un moment donné. On est quand même dans le top 10 des nations qui sont le plus concernées par l'IA, qui se projettent le plus vers l'intelligence artificielle. Premièrement, on a enfin un plan quelque part pour devenir la première nation européenne
qui se servira de l'IA et qui en fera quelque chose d'ici 2030. Enfin, il se passe quand même quelque chose. On a un sommet qui est en train de se tenir. Qui sortent de terre aussi. Voilà, non mais on a un sommet qui s'y tient où le monde nous regarde en ce moment même aujourd'hui pour parler d'IA. On a un partenariat et d'ailleurs je salue hier l'interview qui a été faite. Alors bon, j'aurais bien voulu qu'elle soit un peu plus large cette interview, mais en tout cas on a parlé d'IA à une heure de grande écoute sur le service public avec une interview en partenariat avec les Indiens. Enfin, il se passe quelque chose. On peut pas dire non plus là qu'on est en retard sur tout, qu'on n'est pas bon. Non mais qu'on c'est pas ça. On est tellement bon en France que quand on veut rétablir les communications à Mayotte, on est obligé de faire appel au réseau Starlink parce qu'on n'est pas foutu. Si vous voulez qu'on se lance dans un projet de satellite par internet, bonne chance. Après sur le réseau Starlink, pardonnez-moi, mais c'est que on a une fusée Ariane 6 qui va lancer le restant des satellites pour le réseau européen, mais c'est les fonds publics, mon cher ami, qui lance Ariane 6. Donc il faut que les États se mettent d'accord pour la laisser partir. On est largué. Et pas seulement en France, en Europe, Giorgia Meloni, pareil, utilise les services d'Elon Musk pour crypter les conversations, pour avoir des conversations cryptées de son gouvernement et des parlementaires italiens. Donc c'est dire à quel point on est démunis et à quel point on a pris du retard. Alors on peut toujours dire, ouais, on organise un magnifique truc, c'est au Grand Palais, c'est formidable, il y a la Chine, voilà. Mais ça, franchement, c'est important ce qu'a dit Alex Darmon à l'instant, à mon avis, puisque il faut qu'on soit un peu nuancé, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore fait quelque chose qu'on n'est pas en train de le faire. D'accord ? Et on a tendance souvent à dire, on est mauvais. Et donc c'est terminé, on n'arrivera pas à rejoindre la course. Et ça, c'est un vrai souci. C'est pas parce qu'on n'est pas encore au niveau. Évidemment qu'on va être parmi les meilleurs, toujours. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas encore dans les meilleurs, dans le top 2 ou les premiers, qu'on ne peut pas y arriver. Et malheureusement, souvent on a un discours défaitiste. J'allais dire décliniste, mais défaitiste aussi sur ces sujets, alors que on doit s'emparer du sujet. Je disais tout à l'heure, le rôle du politique, c'est de dire, regardez, il y a un enjeu, il y a évidemment une question de taille, mais il n'y a pas que la question de taille. À chaque fois, vous avez des gens qui sont anti-patriotes, qui vous disent la France est trop petite. Non, vous avez des pays qui sont tout petits, qui ont réussi, bien plus petits que la France, qui ont réussi à émerger sur la scène internationale et être très bons dans leur domaine. On peut largement être concurrentiel. Il faut juste qu'on s'en donne les moyens et qu'on laisse, je le répète encore une fois, de la liberté aux gens quand on reprenne en France. C'est pas tant une question de concurrentiel parce qu'on ne pourra jamais rattraper les Américains ou les Chinois sur l'intelligence artificielle. Les budgets sont incomparables, l'expertise est incomparable. Ce qu'on peut avoir par contre, c'est une indépendance de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on est en train de faire avec Mistral, avoir quelque chose qui pourrait être utilisé dans nos administrations où nos données n'iraient pas aux États-Unis à chaque fois qu'on utiliserait l'intelligence artificielle. C'est ça aujourd'hui. Parce qu'on ne sera jamais les premiers sur l'intelligence artificielle pour tout un tas de raisons. Surtout technologiques. On a un avantage comparatif par rapport à la plupart des pays du monde, c'est le nucléaire, parce que mine de rien, l'intelligence artificielle consomme énormément d'électricité. Si on n'avait pas fermé Fessenheim, on aurait pu faire tourner 600 data centers en plus, mais bon, c'était les projets de Macron qui, je vous le rappelle, voulait fermer 14 centrales nucléaires d'ici 2035. Dieu merci, il en est revenu. Mais aujourd'hui, en France, le combat n'est pas d'être le meilleur dans l'intelligence artificielle, mais de réussir à en avoir une française indépendante qui ne se fasse pas manger par des pays étrangers au niveau des capitaux et qui nous permettent d'avoir une intelligence artificielle où nos données resteront chez nous et on pourra l'utiliser. On en est loin. Non, mais Mistral, justement, c'est le travail de Mistral. Donc la pertinence de ce sommet. Voilà, la planification, même globalement. L'indépendance énergétique, tu as entièrement raison. On a un atout, c'est le nucléaire. C'est un avantage comparatif. Le nucléaire français est dans un état quand même assez catastrophique. On n'ouvrira pas le débat sur la débauche d'énergie dont a besoin un data center et ce que ça fait sur l'environnement, puisque la première des pollutions aujourd'hui, ce sont les data centers. C'est même au-delà de la pollution numérique qui est bien devant toutes les autres. On ouvre, puisqu'on est sur les Américains, la méthode Trump, la méthode Elon Musk. Alors, le président des petites et moyennes entreprises français, donc qui veut s'inspirer de la méthode Musk pour réduire les dépenses publiques. Ça vous fait rêver, vous? Oui. Oui, Gareth. On rappelle, hein. Il faut tailler dans l'art. Il faut tailler dans l'art des dépenses publiques. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1 minute 45 avant la petite coupure. Gareth, pourquoi ça vous fait rêver? Mais aujourd'hui, on vit dans un pays semi-communiste où l'État prend. Carrément. 57% Est-ce que vous êtes allé dans un pays communiste quand c'était vraiment communiste? Il y a moins de taxes dans les vrais pays communistes qu'en France. Aujourd'hui, il y a 57% du PIB qui est accaparé par l'État. Pourquoi ? Est-ce qu'on a plus de services publics? Non, on en a moins. Est-ce qu'on a des meilleurs hôpitaux? Non, ils sont catastrophiques. Aujourd'hui, on a un État obèse qui se gave de l'argent des Français, qu'il gagne très difficilement. Pourquoi? On ne sait pas. Où va l'argent? Tout est cramé, tout est disparu. Il faut
un dodge à la française, c'est-à-dire qu'il va falloir regarder chaque dépense de l'État. Faut faire exactement la même chose au niveau de l'Union européenne aussi, hein, parce que l'Union européenne dépense aussi l'argent n'importe comment. Par exemple, un exemple très simple. Aujourd'hui, l'État français donne 1,2 milliard d'euros par an aux associations pro-migrants. L'argent des Français part dans des poches d'associations. D'où vous sortez ce chiffre? C'est le chiffre de contribuables associés. On a fait un magazine entier là-dessus d'ailleurs, si ça vous intéresse, qui s'appelle Invasion migratoire, les coupables. Vous pourrez regarder. Donc si l'État est obèse, c'est à cause des migrants. Non, c'est une des parties. C'est une des parties. Il y a des dépenses délirantes partout dans l'État, dont celles pour les clandestins. Donc vous, ça vous fait rêver, Garen, la méthode Musk qui vient avec ses gars dans un ministère et qui prend les données. On coupe parce qu'il reste un petit peu de temps, puis on va ouvrir ce débat-là dans un instant. On va voir ce que vous en pensez tous les quatre. On va tenter de se mettre d'accord sur la question de comment réduire finalement le poids de la dépense publique. Est-ce qu'il faut s'inspirer de la méthode d'Elon Musk? C'est à suivre dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on continue notre débat avec Alex Darmon, Garen Norokian, Garen, Samuel Lafont, Mathias Leboeuf. On parle de la méthode Musk. Je ne sais pas si on aura le temps de parler du référendum, mais ça serait bien rapidement. Alors, Garen est fan, Samuel? Oui, rapidement, je pense que évidemment le président de la CPME a voulu faire un coup de com', qu'il a réussi, puisqu'on est en train de parler de son coup de com', c'est-à-dire d'appliquer les méthodes d'Elon Musk en France. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, on prend un peu de recul, on fait entrer une nouvelle équipe, parce que vous savez qu'on a déjà la Cour des comptes en France, qui est censée regarder ce genre de choses, et on a un autre point de vue. C'est toujours intéressant, quel que soit le projet, quelle que soit l'organisation, d'avoir un autre point de vue, premièrement. Et deuxièmement, il y a eu des critiques sur Twitter de cette méthode Musk aux États-Unis, avec quelqu'un qui disait mais qui sont ces jeunes qui ont 20 ans, même un qui a 19 ans, et vous avez quelqu'un qui est le patron de Dell qui répond, vous savez, moi j'ai créé ma boîte à 19 ans et je crois qu'elle marche pas trop mal jusqu'ici. Voilà, juste pour rappeler que c'est pas parce qu'il était jeune qu'il n'avait pas la compétence pour avoir une compétence. Justement, il pouvait être compétent sur le sujet et voir où est-ce qu'on peut couper. Et c'est important d'avoir un regard extérieur. Alors, il y a un filtre. Moi, je partage pas trop votre enthousiasme pour plein de raisons. Déjà, cette espèce de glorification de la figure de l'entrepreneur, ça me paraît toujours. C'est eux qui créent de la richesse en France. Ça me paraît toujours un peu exagéré pour au moins une raison, parce que déjà, il y a plein d'entrepreneurs qui se font mauvais. Il y a plein d'entreprises qui perdent leur boîte dans le général. Il y a plein d'entreprises qui se cassent la gueule, premièrement. Deuxièmement, parce qu'un pays n'est pas une entreprise et que faire croire qu'on peut diriger un pays, alors je suis d'accord sur, il faut peut-être faire, mais laisser entendre que, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, nous, les entrepreneurs, on a les pieds dans la réalité et on va vous montrer comment on gère un pays, je crois que c'est... On leur demande pas de gérer le pays, hein. On leur demande de regarder l'état des finances et où est-ce que va l'argent. Là, on précise, pardonnez-moi, Garen, c'est la méthode Musk. Finances publiques et finances privées, c'est pas du tout la même chose. Ça, il suffit de faire un peu de finance pour le savoir. Et ensuite, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a comme modèle derrière? C'est le modèle des cost killers. Voilà, le truc. Et sauf que les cost killers, comment dire, la marque de fabrique des cost killers, c'est une marque de fabrique très violente. Alors ça peut réussir à une entreprise. Je ne crois pas que ça puisse réussir à un pays, et en particulier à un pays comme la France. En Suisse, ils ont 2 fois moins d'impôts et 2 fois plus de services publics. Mais la Suisse, ils ont 2 fois plus de services publics et 2 fois moins d'impôts. Été en Suisse. Ah oui, j'ai déjà été en Suisse. Et les Français qui se barrent toute la journée en Suisse parce qu'ils ont pas plus de la France. Tu peux tout. Tous les impôts, les taxes, les charges. Il faut être patriote sur les impôts. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Et moi, j'ai entrepris en France, j'ai monté une boîte en France, j'ai travaillé en France. Mais on se fait détruire par la France. La France est un État obèse qui raquette ceux qui créent de la richesse pour le redistribuer à ceux qui foutent rien. Ben oui, je suis désolé. Il n'y a jamais eu autant de riches. Je prends juste les chiffres de l'INSEE, moi. Alex Darmon. Non, moi je comprends qu'on puisse être séduit par cette méthode puisqu'elle porte ses fruits. Elle est fascinante. Ouais, elle est fascinante, elle porte ses fruits, c'est le monde de l'entreprise et quand vous êtes entrepreneur, vous comprenez tout de suite ce qu'ils ont fait et ce qu'ils veulent faire. Voilà. Maintenant, il faut quand même aussi avoir un peu de recul et se dire que la France, c'est pas les États-Unis. Voilà. La France, c'est un modèle peut-être qui te plaît pas, Goran, et qu'il faudra qu'on en parle et que voilà, on y réfléchisse à ce modèle social, mais c'est un modèle malgré tout qui est formidable. Mais qui marche pas.
Mais c'est pas vrai. Bah si, il marche pas, on mais est ruiné. je te souhaite 3 000 pas, milliards du de coup, dettes. je ne te souhaite pas un jour de devoir faire face au chômage, de devoir faire face à la maladie et de devoir être accompagné, de devoir faire face à avoir des besoins d'allocation familiale parce que tu n'arrives pas à devoir à pouvoir nourrir ta famille à la fin du mois. Je ne te souhaite pas tout ça. Mais La malgré dette tout, publique, non, mais attends, la dette publique des États-Unis. C'est l'armée américaine qui gère le 35 on s'en 000 fout. milliards C'est le de pays dollars. Pour avoir la le plus dette. endetté mais au donc, monde. attends, juste complètement Alex, parce qu'elle est basée Alex, sur leur allez-y, armée. pardonnez-moi. Non mais je t'en prie, juste pour te dire et te répondre, je pense que le modèle français n'est pas l'équivalent du modèle américain. Ah, bien sûr que Qu'il non. faille faire des économies, mais bien évidemment, on a eu tous à le dire et on le constate. Et personne Maintenant, le fait. non mais attends, qu'on dise qu'il faille appeler un chef d'entreprise ou un économiste à la tête du ministère de l'économie, actuellement, je te rappelle qu'Éric Lombard est un ancien chef d'entreprise. C'est un socialiste Non mais énarque. peu importe. C'est un énarque socialiste Il qui a était à la caisse il a des été dépôts. chef d'entreprise. Bah, c'est- Il a été chef d'entreprise ou pas? Ah oui, il y a Il a été chef d'entreprise. Non, mais il n'y a pas très Il longtemps, était à c'est il y la a Caisse 4 des ans. dépôts, c'est Il quand a même un été chef truc qui gère d'entreprise il y a des sous. quelques années, et donc c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui de faire des économies. Oui, c'est l'homme qui dit qu'il n'y a Avoir- pas trop d'impôts et pas trop de réglementation en France. Non, mais Éric d'accord. Lombard, c'est un Non. socialiste énarque qui connaît absolument rien à l'économie. Mais des chefs Et d'entreprise avant qui ont juste été une de chose, l'économie, il y a pas une il y en a- once il y en a- de- il y en a eu c'est plein. qu'entrepreneur. Juste pour terminer et pour conclure, dire que la France n'est pas les États-Unis, ce n'est pas un gros mot. Dire qu'il faut faire des économies, ce n'est pas un gros mot non plus. Ce serait bien de trouver un modèle entre les deux et de pas dire que Elon Musk forcément parce que ce qu'il a fait là-bas ça a marché, ça va marcher en ça va France. pas marcher. Moi j'y crois Non, pas. mais le En sujet, plus, le ça va sujet, pas marcher. Alors, le attendez. sujet des coupes, pardon. Mais c'est que justement, on a l'impression, et je pense que c'est lié avec notre prochain débat, c'est que on voit les sujets sur lesquels on doit avoir une action, et on a l'impression qu'il n'y a rien qui est fait. Or, c'est pas seulement la coupe dans les coupes, parce qu'en plus, vous parlez des cost killers, mais justement, ça a des effets, des conséquences importantes et qui peuvent être négatives. C'est pas le seul sujet. Le problème, c'est qu'on se dit, il y a des problèmes. À l'hôpital, par exemple, qui se dégradent. Je suis Et d'accord. en fait, les Et on Français, fait rien. et en fait, les Français se disent, mais pourquoi est-ce qu'on fait rien? C'est ça qui est choquant Non, pour mais les les Français Français. se disent pourquoi je paye autant d'impôts pour avoir un mauvais hôpital. Oui, mais Une alors, chose, moi c'est je que- veux bien, mais à chaque fois qu'on touche à une dépense, on entend tout le monde se lever en disant vous touchez pas à mon budget. Hein. Donc il y a sûr. aussi un côté un peu schizophrène, Non, mais- Mathias. En- Rapidement. Oui, en 2 mots, en plus. On n'a pas encore vu les effets de l'action de Musk. C'est-à-dire qu'on on part du principe que les effets de l'action de Musk et du Dodge vont être positifs. Il y aura certainement des effets positifs, mais il y aura aussi peut-être plein d'effets négatifs et Qu'il faut regarder. qu'on n'a pas encore mesurés. Quoi. Oui, surtout quand on voit qu'il a pompé quand même. Certains disent que c'est un coup d'État administratif, hein, ce qu'il est en plus, train de il a produire au siphonné niveau toutes de les datas, ouais. toutes les données. Rapidement, il nous reste quelques minutes sur l'idée d'un référendum. Ce matin, sur notre antenne, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, se dit favorable à l'organisation d'un référendum qui poserait la question du financement justement du système de protection sociale. On le rappelle, hein, qui pose aujourd'hui que sur la question des cotisations des salariés. Est-ce que vous seriez pour ou pas, Samuel? Le rapidement. plus important sur le référendum, c'est de se dire qu'on peut poser quasiment toutes les questions qu'on veut et qu'on arrête de se limiter parce qu'il y a des débats juridiques. Des deux côtés, des gens disent c'est possible ou pas possible de parler de tel sujet. Ce qu'on sait, c'est que même De Gaulle, il a fait le référendum 62 et en 69. En 69, certaines personnes expliquent qu'il ne veut pas faire le référendum. Finalement, il a fait. Donc ne nous mettons pas de limite. On peut parler de tous les sujets. On peut parler de l'immigration, évidemment, qui est demandée par les Français. On n'a pas besoin. Il y a des Français qui parlent de la proportionnelle. On n'a pas besoin du référendum pour faire la proportionnelle. S'il faut faire un référendum, faisons-le. On n'en a pas besoin. On peut simplement faire de loi ordinaire. En tout cas, ne nous limitons pas. On peut parler de tous les sujets et on peut donner aux Français qui sont souverains, je le rappelle quand même. Vox Populi, Vox Dei. On peut donner aux Français la parole sur tous les sujets. La Constitution encadre les domaines de référendum. Donc il faut... Théoriquement. Théoriquement, Bah, non. De Gaulle, c'est ce qu'il voulait en C'est 69. pas parce que De théoriquement, Gaulle- c'est juridiquement. Non, mais justement, Parce Mais que- en 69, il a fait ce qu'il De voulait. Gaulle De est Gaulle. allé à l'encontre de la Constitution, il a fait un référendum. Les référendums ne sont possibles que sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique et sociale et aux services publics qui y concourent. Donc ça, c'est le cadre. C'est un cadre. Et si Et c'est ce on qu'a dit veut- Macron, il a dit qu'il pouvait justement élargir et qu'on pouvait après, on peut Par exemple, élargir, sur voilà. l'élargissement discussion juridique là, je suis d'accord. sur la protection sociale, le fait que ça repose que sur les salariés, si vous posez la question en demandant s'il faut qu'aussi, par exemple, les retraités participent au financement plus que ça ne l'est aujourd'hui, je suis pas sûr que les retraités aient envie Mais de c'est ça, c'est dommage, j'ai l'impression que pour l'instant, alors j'ai pas suivi exactement ce qu'elle a dit, mais c'est plutôt une tendance à dire bon ben comment est-ce qu'on peut faire payer plus tout le monde, voilà, plutôt que avoir les Comment économies dépenser moins. dont on parlait juste ça va. avant. Voilà. Non, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que la case référendum va être obligatoire. Que ce soit sur ce sujet ou sur un autre, parce qu'on parle des réformes sociales, pour qu'Emmanuel Macron aille jusqu'au bout de son mandat. pour qu'il aille jusqu'au bout de son mandat, mais même qu'il laisse une trace. Est-ce En qu'on- réalité, est-ce que le aujourd'hui, danger- il lui reste plus que ça. Je pense que Et c'est sa le démission. référendum.
Non, mais sa démission, faut arrêter de rêver. Pour marquer l'histoire. Avec ça, il démissionnera pas, il l'a dit plusieurs fois, à moins qu'il soit forcé. Il avait dit qu'il ferait pas la dissolution aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais t'as raison, c'est vrai, mais en tout cas, je pense que là, il a été très clair en disant qu'il démissionnerait pas, il a regretté la dissolution, donc je pense pas qu'il va avoir un autre regret derrière. Donc, par conséquent, maintenant, là, aujourd'hui, c'est de se poser la question, ce référendum, il est sur quoi? Quand vous voyez, les Français veulent être consultés, ça, c'est une certitude. Mais est-ce qu'ils répondent toujours bien à la question? C'est ça, après, mais ils sont libres. Mais le seul référendum. C'est savoir sur quelle thématique on va se. Reste à savoir si c'est un référendum consultatif ou si c'est un référendum qui va impliquer. Même quand on fait un référendum qui implique, à la fin, on le respecte pas. Je vous rappelle qu'en 2005, les Français ont voté contre la Constitution européenne et on l'a quand même passé en 2007. Mais vous voyez là où on en est, parce que les Français, pas majoritairement, mais en grande partie, ne se sentent pas écoutés. On en a discuté du fait de faire un référendum pour faire un référendum qui servirait à Macron pour raconter ce qu'il veut derrière, alors que il y a des thèmes qu'on peut traiter sans même le référendum. Et il est vrai aussi que lorsque la Constitution de la 5e République a été faite, le référendum était imaginé pour pouvoir être utilisé souvent, pour donner souvent la parole aux Français. Et donc, il y a un Parlement qui est extrêmement restreint, qui est censé représenter les Français, qui est extrêmement restreint, et finalement, il n'y a quasiment pas de référendum. Bon, on a réussi à caser quasiment, même si le dernier était un peu court, c'est désolé, mais on y reviendra. Merci beaucoup, parce qu'il va falloir qu'on laisse la place à l'info. Alex Darmon, Garens Norokian, Samuel Lafont, Mathias Leboeuf, merci à vous tous les quatre. Dans un instant, les infos, je le disais, et vous retrouvez André Berkoff. On se dit à demain. Bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.